Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir madame, monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue aux 20h de ce journal. Les titres. Mélon, les agriculteurs du village Soukou dans cet arrondissement du département du Mongo font face à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien. Après la chute du cacao et du café, ces producteurs se sont convertis dans plusieurs autres cultures. Ils implorent l'aide des pouvoirs publics dans l'accompagnement de leur train-train quotidien. Crise politique au Mali, l'Union européenne salue la maturité des manifestants et appelle au dialogue alors que ces derniers refusent la main tendue du président et réclament sa démission. Les différentes institutions internationales commencent à s'inquiéter de la situation. En sport, s'il fallait donner le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 en ce moment, Garoua, l'une des civiles camerounaises devant abriter la compétition, ne pourrait certainement pas accueillir convenablement ses hôtes, car c'est un chantier névralgique qui n'ont pas encore été livré. Mesdames, Messieurs, voilà pour les... Bonsoir une fois de plus. État civil au Cameroun, 64 000 personnes sans acte de naissance à l'ouest. Telle est la problématique qu'entend résoudre l'agence régionale du Bureau national d'état civil de la région de l'ouest. Un enfant qui n'est pas enregistré dans un délai de 90 jours après sa naissance n'existe pas dans le fichier de l'état civil au Cameroun. Cette situation a pignon sur rue depuis des lustres et la région de l'ouest en est un des foyers les plus touchés. Depuis 2017 qu'il est opérationnel, le Bureau national d'état civil, agence de l'ouest, s'est résolu à tordre le cou à ce problème. Dès lors, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée dans les différents arrondissements. Les acteurs de la chaîne d'exécution du budget d'investissement public 2020 dans le département du Mongo se sont retrouvés le 18 juin dernier en Konsamba dans la salle du cercle municipal à la faveur de cadres de concertation mensuelle autour du préfet de ce département consacré à la maturation et à la programmation des projets relatifs au budget en cours. Apollinaire Kamini nous en dit plus. Les travaux présidés par le premier adjoint préfectoral Théodore Ondombo Nyamsi, représentant le préfet du Mongo empêché et placé sous la coordination de Adalbert Nyalevé, délégué départemental du Minepad pour le Mongo, ont permis aux 14 maires du département du Mongo ainsi que des sectoriels départementaux de s'accorder sur les mécanismes réglementaires pouvant permettre l'amélioration du cadre de vie des populations dans un contexte sanitaire préoccupant avec la pandémie du Covid-19 qui a impacté négativement et significativement sur notre économie. Nos projets n'ont pas pu être réalisés faute de maturation. C'est face à ce constat que le gouvernement a décidé davantage de s'intéresser à cette question de maturation de projet pour que véritablement les populations du Cameroun en général, les populations du département du Mongo puissent bénéficier pleinement du développement dont ils ont besoin. Raison pour le numéro 1 du département d'exhorter les maillons de la chaîne à mettre sur pied une synergie d'action pour une collaboration efficiente des dossiers d'appel d'offres. Les projets seront scrupuleusement regardés, les diverses parties seront bien vues au niveau de la fonction. On a tous observé qu'il y avait effectivement des retards liés aux élections municipales couplées de février et également la survenue de cette pandémie coronavirus. Mais on observe également qu'il y a de nouveaux facteurs de retard dans le processus de contractualisation des projets. Sont ainsi interpellés les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'ouvrage délégués et les autorités administratives pour voir une bonne exécution du budget d'investissement public dans le département du Mongo. Enseignement supérieur au Cameroun, le chef de l'État vient de revoquer un enseignant de l'université de Buea. Dans un décret signé, le président Paul Biya a revoqué le docteur Martin Desango en service à la faculté des arts. Il lui a reproché d'avoir tenté d'obstruer le déroulement des examens de rattrapage au sein de la faculté des arts lors de l'année 2018-2019.
Revenons dans le Mongo, précisément Mélon. Les acteurs du village Essoukou dans l'arrondissement de Mélon, département du Mongo, font face à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien. Après la chute du cacao et du café, ces producteurs se sont convertis dans plusieurs autres cultures. Ils implorent l'aide des pouvoirs publics dans l'accompagnement de leur train de travail. Reportage une fois de plus, Apollinaire Kameni. Essoukou, petit village dans l'arrondissement de Mélon, dans le département du Mongo, qui demeure un important des pôles agricoles. Après la chute du café, les habitants de ce village ont vite compris la nécessité de diversifier les cultures afin de garder l'équilibre dans un train de vie. Ici, la culture de la tomate, le gingembre, le manioc, entre autres, reste la principale activité. Seulement, pour y arriver, il faut faire ce périple. Il faut des moyens pour travailler, il faut les intrants, il faut la main-d'œuvre. Quand vous voyez peut-être un champ de 1 hectare, il faut investir au moins 1 500 000 $. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons beaucoup de difficultés dans nos cultures. Premièrement, le risque d'abord d'échouer, par manque de finances, et le risque aussi, au moment des récoltes, de perdre produits à cause de l'état de la route. La route est vraiment impraticable. Comme bon nom, Amanjola, originaire du village Mburuku, s'est converti dans la culture du bananier plantain, de pastèque, de taro. Malgré l'essor de ces autres cultures, ces cultivateurs font face à de nombreuses difficultés. Pourtant, la diversité de ces cultures est un véritable vecteur de développement. Vous voyez, je me suis lancé dans la culture des bananiers plantains. Mais sauf que jusqu'ici, nous éprouvons tellement de difficultés. La première, c'est d'abord la route. Parce que je suis à environ 3,5 km du champ. Pour donc écouler la marchandise vers la maison, déjà, ce n'est pas facile, pour ne pas dire le marché. Ces agriculteurs tendent la main vers les pouvoirs publics dans le cadre de l'accompagnement pour voir briller leur lendemain. Crise anglophone, l'équipe du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest entame sa mission sous fond de menaces sécessionnistes. 2 mois après sa nomination par le Premier ministre chef du gouvernement camerounais au poste de coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre Paul Tasson et ses collaborateurs ont entamé hier lundi par Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, une campagne de sensibilisation auprès des populations locales. À l'annonce de cette mission, les séparatistes qui font la guerre depuis 4 ans contre l'armée régulière pour l'indépendance des 2 régions anglophones ont décidé de perturber en déclarant 3 jours de ville morte. D'habitude, seul le premier jour de la semaine est déclaré par les sécessionnistes lockdown, une journée au cours de laquelle toutes les activités sont suspendues dans ces régions anglophones. Lutte contre la Covid-19, des appuis pour riposter contre le nouveau coronavirus. Une association de jeunes dénommée Marois Génération Interactive a offert des kits d'hygiène à la communauté urbaine de Marois pour apporter des appuis en milieu scolaire. Cette œuvre va contribuer à la protection des élèves et des enseignants en ce temps de crise sanitaire. Reportage Amidou Kao. La lutte contre la Covid-19 s'intensifie dans la région de l'extrême nord. Des appuis pour les établissements scolaires pour riposter contre le coronavirus, des kits d'hygiène remis par l'association Marois Génération Interactive, en abrégé MGI au maire de la ville, Dr Sali Babani. Le kit était constitué entre autres de 30 seaux à robinet, 30 petits seaux et 20 cartons de savon. L'enveloppe globale du don est évaluée à 550 000 francs CFA. Tout ceci est la preuve de leurs engagements dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Vous savez bien évidemment que le chef de l'État a demandé la forte mobilisation de la communauté nationale et MGI Génération Interactive a voulu également être présent à ce rendez-vous-là. Au regard de notre passé républicain, nous nous sommes dit que c'est un devoir pour nous d'œuvrer dans le cadre de la lutte nationale que le président de la République lui-même mène personnellement.
En réceptionnant ces dons de lavage des mains, le docteur Sali Babani salue le geste louable et salvatrice de cette association qui accompagne la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et par la même occasion, le super maire a invité les élites de la ville de Maroua à redoubler d'efforts dans la lutte contre cette pandémie et a pris l'engagement d'acheminer le don aux établissements bénéficiaires afin qu'ils servent à barrer la voie à la pandémie du Covid-19 dans les établissements scolaires de la ville de Maroua. C'est une invite que le mouvement, que le Maroua Génération Interactive vient de lancer à l'endroit de nos élites intérieures et extérieures qui jusqu'ici brillent par leur silence, pour ne pas dire leur absence, dans ce combat national. C'est la deuxième organisation sociale qui vient vers nous pour nous assister dans cette lutte. Il ne s'agit pas pour la communauté urbaine, pour la mairie de la ville de Maroua, d'être une mendiante. Non, il s'agit d'interpeller nos élites à venir poser ce geste à l'endroit de leur population, à l'endroit de leur ville, à l'endroit de leur village. C'est donc dans l'enceinte de la communauté urbaine de Maroua que s'est déroulée la dite cérémonie en présence des élus municipaux et les membres de l'association Maroua Génération Interactive. L'heure est désormais au respect des mesures barrières et la sensibilisation pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus dans la ville de Maroua. À Maroua, toujours dans la cité capitale régionale de l'extrême nord, l'on constate la faible fréquentation des patients en milieu sanitaire qui ont peur d'être contaminés par la Covid-19. Conséquence, ils arrivent tardivement à l'hôpital lorsque la maladie a suffisamment fait son nid. Face à cette situation, les responsables de l'hôpital régional de Maroua se sont engagés à relever le taux de fréquentation des malades depuis quelques temps. Les détails dans ce reportage de Serge Ndjoé et Amidou Kao. Depuis l'avènement de l'épidémie de la Covid-19 à l'extrême nord, il y a presque 3 mois, on constate que les populations fréquentent de moins en moins les structures sanitaires pour leurs problèmes de santé. À l'hôpital régional de Maroua, on enregistre une baisse de fréquentation. Les consultations curatives ont considérablement diminué, a indiqué au cours d'une conférence de presse organisée par le comité de gestion. Face aux hommes des médias, le président du comité de gestion de cet hôpital, le docteur Sali Babani, a invité les populations à renouer avec les structures sanitaires pour leurs problèmes de santé. Point de presse de ce matin que nous venons de donner ici à l'hôpital régional de Maroua fait suite à un constat. Celui de voir le taux de fréquentation de l'hôpital baisser. Baisser parce que il y a une unité qui s'occupe du Covid-19 ici à l'hôpital. Je tiens à dire à toutes les populations de la ville de Maroua et de ses environs que s'il y a un lieu sûr où on peut éviter le Covid-19, eh bien c'est l'hôpital régional. Parce que c'est un pôle où on a effectivement respecté les mesures barrières. C'est une école du respect des mesures barrières. Il faut que les populations viennent pour le soin d'autres pathologies. Il n'est pas question de fuir l'hôpital. Certains malades restent longtemps couchés à la maison et arrivent tardivement à l'hôpital, estimant qu'il n'est pas très prudent pour eux d'aller à l'hôpital régional parce qu'ils pourront être suspectés d'avoir le coronavirus ou redoutent d'être contaminés par les malades de la Covid-19. Mais le directeur de l'hôpital régional de Maroua, le docteur Gérard Fete, rassure la population quant aux dispositions prises au sein de sa structure pour limiter la propagation du coronavirus. Nous avons pris des mesures qui s'imposent pour pouvoir limiter à sa plus simple expression la transmission de cette maladie, la propagation de cette maladie. Déjà à l'entrée de l'hôpital, vous êtes soumis à un système de tri. Et les patients suspects sont dirigés dans un circuit, les patients non suspects dans un autre circuit.
Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias tenue le samedi 20 juin 2020 dans la salle de réunion de la dite structure, le directeur de l'hôpital régional de Maroua et le président du comité de gestion ont saisi l'occasion pour présenter aux populations les différentes prestations qu'offre cette structure hospitalière. Et puis, la Covid-19, c'est une nouvelle pathologie. Donc tous les jours, nous sommes obligés de réadapter nos stratégies. Au niveau des urgences, au niveau des services, la désinfection est systématique. Quand un patient sort, on doit désinfecter. Quand un patient passe, on doit désinfecter, comme vous pouvez le constater. Et les patients Covid sont pris dans une unité retirée, isolée, dans le maximum de mesures. Nous les prenons. Que les patients restent à la maison et attendent la dernière minute pour venir mourir à l'hôpital et aggraver notre liste de décès, ce n'est pas normal. En invitant les malades à faire confiance aux structures sanitaires en général et plus particulièrement de l'hôpital général de Maroua, le président du comité de gestion et le directeur ont salué le travail abattu jusqu'ici par les personnels de santé de cette structure sanitaire qui sont en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Lutte contre la Covid-19, la caravane de la Fondation Kétianga a déposé ses valises samedi dernier dans l'arrondissement de Douala 3e dans le département du Voré, région du littoral Cameroun. Thierry Blanchard-Sop était de la partie, son reportage. Après les populations des 13 villages qui constituent le département d'Undé et les délégations départementales des ministères du commerce, de la santé publique, de la gendarmerie et de l'administration fiscale, la caravane de solidarité de la Fondation Kétianga a déposé ses valises le samedi dernier 20 juin 2020 dans l'arrondissement de Douala 3e. Dans sa besace, près de 25 000 cache-nez, plusieurs dizaines de cartons de gants chirurgicaux pour les hôpitaux et centres de santé, une trentaine de cartons de gel hydroalcoolique, 30 cartons de savon et 153 fûts à robinet pour permettre aux populations de se laver les mains, tel que le recommande le gouvernement face à la pandémie du nouveau coronavirus. À cela, il faut ajouter plus de 300 sardes de riz de 5 kg et une dizaine de cartons d'huile pour les chefs de canton. Au cours d'une cérémonie faste et teintée de beaucoup d'ambiance, le donateur, le sénateur Célestin Kétianga, qu'accompagnait pour la circonstance le sous-préfet de cette localité, n'a pas boudé le plaisir d'apporter en personne sa sollicitude aux populations de cet arrondissement qui lui a tout donné. Lorsque le chef d'État a lancé son appel, notre institution, dont la Fondation, aussitôt, nous avons mobilisé les fonds pour, ce ne reste que notre modeste contribution dans la lutte, faire reculer cette pandémie. Et comme vous le savez, de tout ce que j'ai fait depuis que cette fondation existe, c'est beaucoup plus les populations les plus vulnérables. Quand je vois ces populations qui souffrent pendant que nous faisons ce que nous faisons là et qui peuvent aussi avoir un sourire, je partage cette joie parce que ma vie depuis longtemps que vous connaissez, c'est partager ce que j'ai avec les autres, l'amour pour son prochain. Je dis, j'ai commencé dans mon département de naissance. C'est pour des raisons familiales. C'est pour rendre aussi hommage à mes ancêtres. Aujourd'hui, je me retrouve dans mon département d'enfance, ma jeunesse, qui m'a tout donné. Ma famille, ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, c'est l'unique occasion de rendre aussi hommage aux ancêtres du département du Vouri, parce qu'ils m'ont tout donné, de mon enfance, de petits sauveteurs, commerçants, chefs d'entreprise, députés à l'Assemblée nationale, sénateurs au Parlement. Pour cette solidarité nationale lancée par le chef de l'État Paul Biya, le donateur n'a pas lésiné sur les moyens. Pour l'occasion, il a réussi la prouesse de mobiliser en un seul lieu les 104 chefs de quartier qui constituent l'arrondissement de Douala 3e, les chefs de canton, une vingtaine au total, 5 représentants des services sociaux basés à Douala 3e,
4 hôpitaux de district et centres de santé, ainsi qu'une vingtaine d'établissements scolaires privés. Du beau monde en somme. Les différents bénéficiaires n'ont d'ailleurs pas manqué de remercier le donateur pour cette sollicitude agissante. Mes impressions sont très bonnes. Je suis très ravie que l'honorable ait pensé aux centres sociaux, qui sont le pilier et le lieu où les indigents viennent plus exposer leurs besoins. Je suis vraiment très ravie de ce don. Et il va arriver, on va l'utiliser à bon échéant et il va arriver à qui de droit. Voilà, troisième, nous apprécions le don du sénateur Ketchanga qui apporte encore un plus à l'aide que nous recevons, qui nous permet plus de mieux travailler avec les patients sur le terrain et la population, parce que c'est vers nous qu'ils viennent lorsqu'ils ont des problèmes. Donc nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de personnels de santé qui ont été infectés. Ces dons vraiment vont nous apporter encore plus de protection lorsque nous travaillons avec des personnes. Donc nous sommes vraiment reconnaissants du don du sénateur Ketchanga. Oui, effectivement, c'est une population vraiment en détresse et qui n'arrive pas à tenir. Mais c'est des personnes très courageuses parce que dans la zone, ils sont dans les champs, ils travaillent, ils essayent. Mais ce don est la bienvenue. En rappel, la Fondation Ketchanga, créée il y a plus d'une décennie, forme chaque année plus de 100 jeunes au métier de la bureautique. Des bourses scolaires, des dons aux déshérités, des appuis aux églises, aux formations scolaires et sanitaires complètent cette panoplie. Le généreux donateur, le sénateur Célestin Ketchanga, entend mettre le cap dans les jours à venir à Douala 5e. En Guinée, le premier tour de la présidentielle fixé le 18 octobre 2020, la Commission électorale nationale indépendante a proposé la date du 18 octobre pour la tenue du premier tour de la présidentielle de 2020 en Guinée selon le calendrier communiqué en fin de semaine dernière. Il revient au chef de l'État Alpha Condé de valider cette proposition en enclenchant ainsi le processus électoral alors que le pays vient de sortir d'un double scrutin boycotté par l'opposition et qui a connu la modification de la Constitution. La tension reste vive à Conakry à l'annonce de la nouvelle date. Le président Condé, qui continue à maintenir le doute sur son avenir politique, est accusé par l'opposition de vouloir s'offrir un troisième mandat proscrit par la loi fondamentale. En RDC, l'ancien président du Parlement, Vital Kamerhe, a été condamné samedi dernier à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité et d'impossibilité d'accès aux fonctions publiques pour détournement, corruption aggravée et blanchiment d'argent. Le tribunal ordonne ainsi la confiscation des comptes et propriétés des membres de la famille de Vital Kamerhe. Le Libanais Samif Jamal, son co-accusé, homme d'affaires, a écopé des mêmes peines. Crise politique au Mali, l'Union européenne salue la maturité des manifestants et appelle au dialogue alors que les manifestants au Mali refusent la main tendue du président et réclament simplement sa démission. Les différentes institutions internationales commencent à s'inquiéter de la situation. Dans un communiqué, l'Union européenne a salué le caractère pacifique des manifestations et la volonté de tous les acteurs politiques en maintenir le dialogue pour arriver à un large consensus sur l'avenir du Mali. La crise politique qui secoue le Mali depuis plusieurs semaines est porteuse de risques pour la stabilité du pays et de la région. Blanchard Thierry Sop revient sur les conséquences de cette crise depuis 2012. 5 ans après un accord de paix, les violences persistent, se propageant vers le sud, ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin, en particulier à la zone des 3 frontières entre ces pays pauvres. Le 17 janvier 2012, la rébellion Touareg du Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, et d'autres combattants rentrés de Libye lancent une offensive dans le nord, marquée notamment par le massacre de dizaines de soldats à Aguelok. Le 22 mars, des militaires renversent le président Amadou Toumani Touré, accusé d'incompétence face aux rebelles. Fin mars, les rebelles indépendantistes, vite évincés par leurs alliés islamistes associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, dont Ansar Dine, dirigé par le chef Touareg, Liat Ak-Gali, prennent le contrôle des 3 régions du nord, à savoir Kidal, Gao, puis Tombouctou. Le 11 janvier 2013, la France lance l'opération Serval pour enrayer la progression des djihadistes qui évacuent 3 jours plus tard les grandes villes du nord.
Fin janvier, les soldats français et maliens reprennent Gao, entrent sans combat dans Tombouctou et s'emparent de l'aéroport de Kidal. 3 semaines après le début de l'intervention française, le président François Hollande est accueilli en libérateur. Le 1er juillet, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, est lancée, prenant le relais d'une force panafricaine. Le 11 août 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est élu président. En mai 2014, cuisante défaite pour l'armée malienne à Kidal face à des groupes rebelles touaregs et arabes qui reprennent le contrôle de la ville. Le 1er août, Serval est remplacé par Bakane qui mobilise initialement 3000 soldats français à travers le Sahel, plus de 5000 actuellement. En mai-juin 2015, un accord de paix est signé par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion. À partir de 2015, se multiplient les attaques contre les forces maliennes ou étrangères, ainsi que les lieux fréquentés par les étrangers, y compris à Bamako. Le 20 novembre, un attentat contre l'hôtel Radisson Blu fait 20 morts, dont 14 étrangers. Depuis, l'état d'urgence est imposé quasiment sans interruption dans le pays. En mars 2017, les djihadistes liés à l'AQMI, dont les groupes de l'Algérien Morta Belmorta et du prédicateur radical Peul Amadou Koufa, se fédèrent en un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM, dirigé par Liad Aghali. Depuis, cette alliance a revendiqué la plupart des attentats dans cette partie du Sahel. Les violences intercommunautaires qui déchirent le centre du Mali depuis l'apparition du groupe Koufa en 2015 culminent avec le massacre en mars 2019 attribué à des chasseurs Dogon de quelques 160 villageois Peul à Ogosagou, près de la frontière burkinabé. En janvier 2020, le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, décident d'intensifier leurs efforts dans la zone des 3 frontières avec pour ennemi prioritaire le groupe État islamique au Grand Sahara. En février, le président Keïta reconnaît pour la première fois l'existence de contacts avec les groupes djihadistes. En mars-avril, des législatives sont organisées malgré le coronavirus. Le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, est enlevé juste avant le premier tour par les djihadistes présumés. Le camp présidentiel sort majoritaire, mais affaibli de ces élections. Le 30 avril, la Cour constitutionnelle inverse une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit du parti de M. Keïta, attisant la colère de l'opposition. Le 4 juin, le chef de l'AQMI, l'Algérien Abdelmalek Droukdal, est tué par l'armée française près de la frontière algérienne. Le 5 juin, une manifestation de dizaines de milliers de personnes à Bamako marque le début d'un mouvement de contestation contre Ibeka mené par l'influent imam Mahmoud Dicko. Le 20 juin dernier, des dizaines de milliers de manifestants réclament la démission du président Keïta, à qui la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, conseille de former un gouvernement d'union nationale et d'organiser de nouvelles législatives partielles. En sport, s'il fallait donner le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, en ce moment, Garoua, l'une des 6 villes camerounaises devant abriter la compétition, ne pourra certainement pas accueillir convenablement ses hôtes, car certains chantiers névralgiques n'ont pas encore été livrés. Toutefois, la situation est loin d'être totalement désastreuse. Certaines entreprises ont déjà bouclé les travaux. C'est notamment le cas de la société portugaise Mota Angel, qui avait pour mission de rénover le stade Rundiadja et son annexe, ainsi que la construction d'un hôtel 4 étoiles de 70 chambres. Les 10 chantiers sont achevés, n'attendent plus que les délégations de la CAF et les joueurs. Toujours en sport, les nouvelles dates du championnat d'Afrique des Nations CHAN se précisent. Si on se fie à la récente sortie médiatique du directeur des compétitions de la CAF le week-end dernier, Clinton Dié, l'international camerounais testé positif à la Covid-19 en Russie. Nicolas Nkoulou rend hommage à George Floyd, le round-up de l'actualité sportive avec Simplice Tiofo. La probabilité que le championnat d'Afrique des Nations 2020 se déroule en janvier 2021 est plus que jamais proche du chiffre 1. En effet, le directeur des compétitions de la CAF, dans une de ses récentes déclarations sur la BBC, a annoncé qu'initialement prévu pour se dérouler au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, avant d'être reporté comme la plupart des compétitions pour des raisons de coronavirus,
coronavirus, la compétition regroupant les joueurs évoluant sur le continent africain pourrait se dérouler en janvier 2021 à la place de la Coupe d'Afrique des Nations. En Russie, mauvaise nouvelle pour Clayton J. Dans les colonnes du quotidien russe Sport Express, parution du samedi 20 juin 2020, une révélation. Clayton J a été testé positif au coronavirus. Il est ainsi le 4e joueur du Dynamo Moscou victime de la pandémie, après Roman Evgeniev, Sylvester Igbun et David Sangari. Il est à noter que le football russe est énormément touché par l'ennemi invisible qui a également élu domicile en la totalité de l'équipe première du FC Rostov. L'attaquant camerounais de 26 ans, placé en quarantaine de ce fait, était forfait hier pour le match de son club à Krasnodar et pour les suivants. D'une mauvaise nouvelle à une bonne nouvelle, en Italie, Nicolas Nkoulou rend hommage à George Floyd. 103 jours après l'arrêt pour des raisons sanitaires, la Série A italienne a repris ce samedi. Occasion saisie par le défenseur des Lions indomptables, Nicolas Nkoulou pour s'illustrer en inscrivant le premier but du match contre Parme, soldé par un score final d'1 but partout. Après ce but capital, par ailleurs, le tout premier de cette reprise de la Série A, l'ex-capitaine des Lions indomptables a pointé un doigt et les yeux vers le ciel avant de poser son genou par terre, visiblement en hommage à l'Afro-Américain George Floyd, dont le décès, le 25 mai dernier, avait secoué le monde entier. De bon augure pour Nicolas Nkoulou, qui ne cesse de séduire les grosses écuries d'Europe. En volleyball, Ahmed Awal Boutam change de club. Après 3 saisons passées à Amiens et en Martinique, l'international camerounais décide de changer d'air. Le lion indomptable de volleyball évoluera sous les couleurs de Carlet Volley qu'il a rejoint pour une saison. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer l'équipe de Calais plusieurs fois et c'était toujours des matchs très serrés. Après plusieurs contacts avec les responsables du club, j'ai été intéressé par le projet de l'équipe. Je vous promets de me battre très dur à chaque point, à chaque set, à chaque match, toujours en espérant ramener autant de victoires à la maison, confie le meilleur passeur du championnat d'Afrique 2019 à la presse. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent aux compatriotes. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté. Retrouvez également l'information sur toutes nos plateformes médias, notamment sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Instagram, Twitter. Mais n'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Bonsoir.